Juin 1738, grande agitation au château de Versailles dont les cours s'animent comme à chaque grand départ. On se presse tout autour d'une file de voitures royales dont certaines sont chargées à ras-bord de malles, de bagages de toutes sortes. Elles n'attendent qu'un ordre pour s'ébranler. C'est une scène touchante en vérité, pour ne pas dire déchirante, puisqu'en ce 16 juin 1738, la famille royale, cette famille nombreuse, unie, composée de Louis XV, qui a donc 28 ans, de son épouse Marie, 35 ans, et oui, la reine a 7 ans de plus que le roi, de leur fils, le dauphin, et de leurs 7 filles encore en vie. Elles sont si nombreuses qu'à la cour, on a pris l'habitude de les désigner par un numéro, Madame 3e, Madame 5e, etc. La famille royale, donc, est en train, pour la première fois, de se séparés. Le cardinal de Fleury, qui gouverne la France, c'est une main de fer dans un gant de velours, le cardinal de Fleury, il a fini par estimer que l'entretien à la cour de toutes ces princesses coûtait beaucoup trop cher. Dites-vous que chacune a sa propre maison, avec ses gardes, ses laquais, 8 femmes de chambre chacune, enfin vous imaginez un peu l'armée de personnel que ça représente, donc par souci d'économie, mais aussi, disons-le, pour désencombrer un peu les couloirs et les antichambres du château, le cardinal a décidé que seules resteraient à Versailles les 2 filles aînées de leur majesté, les sœurs jumelles Élisabeth et Henriette, et qu'on allait envoyer les 5 autres, le temps de leur éducation, à l'abbaye de Fontevraud, à quelques 300 kilomètres de là. Alors à l'époque, on dit à 80 lieues. Je peux vous dire que ça fait, dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, quand on dit 80 lieues, autant dire au bout du monde. Imaginez un peu les pleurs, les embrassades bien touchantes entre la reine bouleversée et ses filles, Victoire, 5 ans, Sophie, 4 ans, Félicité, 2 ans, et Louise, 10 mois seulement. La petite Louise que sa nourrice tient dans des langes de dentelle tout en pleurant abondamment elle aussi. Une exception a été faite pour Madame 3e, Adélaïde, la préférée de sa maman. Et je cède ici la parole à Michel Antoine. La reine avait un faible pour Adélaïde et désirait demander sa grâce, mais n'osait faire acte d'autorité, sachant à quel point monsieur le cardinal était hostile à toute intervention de sa part. Il fallut donc imaginer une autre entremise. Les jumelles commencèrent à multiplier les témoignages de tendresse à leur père, à sa sortie de la messe. Puis Adélaïde elle-même se présenta un jour devant lui baisa la main et se jeta à ses pieds en pleurant. Louis XV fut touché, larmoya aussi, et toute la cour avec lui, en sorte qu'il promit à la suppliante qu'elle resterait en famille. Mais on s'occupa, sans désemparer, du voyage des 4 autres. Conduites par une sous-gouvernante, les petites princesses quittèrent donc Versailles le 16 juin 1738, sans éclat, sans bruit. Leur père était à Rambouillet, où, à son retour de la chasse, Fleury lui remit une lettre de Madame de Tallard lui annonçant ce départ. Un seul carrosse les emmenait, suivi de 7 voitures et de 20 fourgons de bagages. Monsieur le cardinal voulait qu'elles fussent escortées seulement par 8 gardes du corps. Le duc de Béthune, capitaine des gardes, obtint non sans peine qu'il y en eût 12, mais pas de Suisse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors donc, on va se séparer, on emmène 4 des princesses là-bas. Ça va être très dur d'ailleurs pour elles de se retrouver comme ça à Fontevraud, parce qu'il faut bien imaginer que Fontevraud, certes, est un grand monastère royal, où l'abbesse les accueille en tenue blanche pour ne pas trop les effrayer. D'ailleurs, on a dispersé dans les jardins toutes les moniales pour éviter de trop impressionner toutes ces petites filles. Mais enfin, néanmoins, c'est une éducation austère qu'elles vont y recevoir. Et Madame Victoire, notamment, qui est assez dissipée, c'est la plus âgée de toute la petite bande, Madame Victoire va devoir souvent être punie. On la colle dans une espèce de caveau qui va lui créer des cauchemars, des sueurs froides jusqu'à la fin de ses jours. Elle va être marquée à vie, la toute jeune princesse, par tout cela. Alors, pendant ce temps-là, on organise les fiançailles de l'aînée, Élisabeth. Vous avez bien compris que les 2 filles aînées du roi et de la reine sont des sœurs jumelles. C'est la 2e née qui est considérée comme l'aînée de la fratrie, ça c'est la tradition, et elle s'appelle Élisabeth. C'est elle qui va signer bientôt son contrat de mariage et ses fiançailles. C'est le 25 août 1739. Elle porte dans le grand salon d'Hercule inauguré pour l'occasion une robe d'argent garnie de diamants. Sa dot était de 300 000 écus d'or, absolument une somme invraisemblable, vertigineuse, avec des bijoux d'une valeur
équivalente. Elle épouse un infant d'Espagne, dont Philippe, le fils de Philippe V et de sa première épouse, et donc elle va devenir, et de sa deuxième épouse, pardon, elle va devenir Madame Infante. Elle est, dit-on, Élisabeth, un tout petit peu moins jolie que la deuxième, Henriette, mais c'est une femme de tête. Et d'ailleurs, elle va tellement s'ennuyer à la cour d'Espagne. Et son mari, si charmant puisse-il être, son mari va tellement peu savoir l'occuper, si je puis dire, qu'elle va petit à petit se mettre dans la politique. Dont Philippe, nous dit Philippe Erlanger, était un garçon agréable à regarder, encore qu'il eût une épaule plus haute que l'autre. Sa figure charmante, son humeur toujours égale, lui gagnait facilement les cœurs. Il était loin d'être sot, en dépit d'une éducation déplorable, mais la terrible Élisabeth Farnèse le dominait entièrement. C'est donc la nouvelle reine d'Espagne. Et il entendait dominer également sa bru qui refusait de s'y prêter. L'Espagne entra dans la guerre de succession d'Autriche afin de pourvoir en couronne les enfants de la Farnèse, et dont Philippe dut aller guerroyer en Savoie, en Provence, en Italie. Il le fit sans acquérir aucune gloire pendant les 6 années qu'il passa loin de sa femme. Exaspérée par l'ennui, par la contrainte, Élisabeth, à l'instar de sa belle-mère, se voit dès lors à la politique, et on va la voir, notamment cette Madame Infante, cette fille aînée de Louis XV et de Marie Leginska, on va la voir à Versailles, puisqu'elle revient dans la famille, elle revient à Versailles après plusieurs années d'éloignement. Alors ce sont des pleurs, des effusions, etc. On est en pleine guerre de succession d'Autriche, et Madame Infante fait tout pour que son mari soit doté d'un duché, ce qui va finir par avoir lieu. Elle va se retrouver duchesse de Parme. Voilà l'origine de toute cette branche de la maison de Parme. Alors, Henriette, la deuxième, pendant ce temps-là, roucoule, si je puis dire. Elle éprouve une passion extraordinaire pour un de ses jeunes cousins, qui est le fils du duc d'Orléans, le duc de Chartres. Elle est très amoureuse, et le duc de Chartres aussi est amoureux. Sauf que Monsieur de Fleury ne veut pas entendre parler d'un mariage entre ces deux branches de la maison de Bourbon. Ce serait trop dangereux, estime-t-il, trop dangereux pour la couronne. Alors, on va marier le duc de Chartres à une princesse de Conti. Et voilà ce que lui dit Henriette, complètement crucifiée par la décision du Premier ministre. « Soyez heureux, dit-elle à celui qu'elle aurait tant aimé épouser. Votre bonheur me donnera la force de vivre. » Et Adélaïde, me direz-vous. Eh bien, pendant ce temps-là, Adélaïde, elle est d'un caractère extraordinaire. C'est elle un peu la cheftaine, si je puis dire. C'est elle la tête de la famille. Une tête chaude un peu à l'envers, nous dit un chroniqueur du temps. Elle joue de toutes sortes d'instruments de musique. Elle va même se lancer dans l'horlogerie. Elle fait du cheval matin et soir. Et elle est tombée, elle, amoureuse d'un garde du corps, alors qu'il était question de la marier également à un prince de Conti. Le garde du corps en question a reçu une belle tabatière sur laquelle était écrit « Ceci vous sera précieux, on vous avertira bientôt de quelle main il vient ». Bêta, le garçon en question en a parlé à son supérieur, le ministre d'Argenson a été mis dans la confidence. Bref, non seulement, évidemment, Adélaïde a été séparée du garde du corps, mais il n'a même pas été question du coup qu'elle épouse le prince de Conti. Quant à Victoire, eh bien Victoire, elle va, après son éducation à Fontevraud, elle va être la première des jeunes princesses à rentrer à Versailles. Vous n'imaginez pas pour elle le bonheur que c'est de se retrouver à la maison. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, on va réunir la fratrie. Évidemment que Madame Victoire est maintenant de retour à Versailles. Et puis, 2 ans plus tard, ce sont ses petites sœurs Sophie et Louise qui, à leur tour, regagnent le château. Mais Félicité, me direz-vous, et la pauvre Félicité est morte à Fontevraud. Elle est morte... peut-être de se languir. C'était une nature assez faible. Elle a pris un mauvais courant d'air et elle est morte, la petite Félicité, loin de ses parents, loin de Versailles. Donc maintenant, si je résume, Madame Infante, l'aînée, vit dans son duché de Parme, même si elle fait à Versailles de fréquents séjours. Madame Adélaïde mène tout son petit monde, et notamment Madame Victoire, qu'elle a littéralement prise sous son aile. Et puis les 2 plus jeunes, Madame Sophie et Madame Louise,
Louise essaient de faire leur place dans un château où on leur a trouvé des appartements, toute une maison, etc. Elles passent leur journée, disons-le, à s'ennuyer, ces princesses. Elles jouent un peu de musique, évidemment, elles reçoivent des cours de toutes sortes, elles s'intéressent à la littérature, à l'histoire. Surtout, elles cachent dans leur grand placard des salaisons, des vins d'Espagne dont elles se régalent et qui vont faire que Madame Victoire, petit à petit, prend un certain embonpoint. Les deux seuls moments importants de leur journée, ce sont les visites que leur fait le roi et qu'elles font à leur père, de temps en temps aussi à leur mère. Elles vont s'installer au jeu de Cavagnole, à la table de la reine. Il y a un témoin de l'époque assez passionnant qui nous raconte un peu quel était l'intérieur de Mesdames. Alors, dans une période bien plus proche de nous. On est là, arrivé en 1768, c'est-à-dire 30 ans après ce que je vous racontais tout à l'heure, 30 ans après la séparation des sœurs royales. Le témoin en question, c'est Madame Campan, qui avant d'être lectrice de Marie-Antoinette, a été au service de Mesdames. Elle a été lectrice de Mesdames. Mesdames, c'est le nom qu'à la cour on donne aux filles de Louis XV, bien sûr. Je cite Madame Campan. L'étiquette existait encore à la cour avec toutes les formes qu'elle avait reçues sous Louis XIV. Il n'y manquait que la dignité. Quant à la gaieté, il n'en était plus question. De lieu de réunion où l'on vise déployer l'esprit et la grâce des Français, il n'en fallait point chercher à Versailles. Le foyer de l'esprit et des Lumières était à Paris. Louis XV voyait très peu sa famille, nous dit-elle. Il descendait tous les matins par un escalier dérobé dans l'escalier de Madame Adélaïde. Souvent, il y apportait et y prenait du café qu'il avait fait lui-même. Madame Adélaïde tirait un cordon de sonnette qui avertissait Madame Victoire de la visite du roi. Madame Victoire, en se levant pour aller chez sa sœur, sonnait Madame Sophie, qui, à son tour, sonnait Madame Louise. Les appartements des princesses étaient très vastes. Madame Louise logeait dans l'appartement le plus reculé. Cette dernière, fille du roi, était contrefaite et fort petite pour se rendre à la réunion quotidienne. La pauvre princesse traversait en courant à toutes jambes un grand nombre de chambres et malgré son empressement, elle n'avait souvent que le temps d'embrasser son père qui partait de là pour la chasse. Alors ça, c'est la visite que le matin, dans la matinée en tout cas, le roi fait à ses filles. Et puis tous les soirs, aux alentours de 6 heures, il y a cette cérémonie dite du débeauté, donc ça c'est après la chasse, où les princesses vont aller saluer en public cette fois leur papa royal. Alors je cite de nouveau Madame Campan. Les princesses passaient un énorme panier qui soutenait une jupe chamarrée d'or ou de broderie. Elles attachaient autour de leur taille une longue queue et cachaient le négligé du reste de leur habillement par un grand mantelet de taffetas noir qui les enveloppait jusque sous le menton. Les chevaliers d'honneur, les dames, les pages, les écuyers, les huissiers, portant de gros flambeaux, les accompagnaient chez le roi. En un instant, tout le palais habituellement solitaire se trouvait en mouvement. Le roi baisait chaque princesse au front et la visite était si courte que la lecture interrompue par cette visite recommençait souvent au bout d'un quart d'heure. Mesdames rentraient chez elles, dénouaient les cordons de leur jupe et de leur queue, reprenaient leur tapisserie et moi mon livre. Vous voyez comme cette vie est passionnante. Je dis mesdames, il en manque une maintenant, il manque Henriette. Henriette, la jolie Henriette, la deuxième des jumelles qui en 1752 a pris une terrible angine en faisant une course de traîneau sur le grand canal gelé et elle en est morte, Madame Henriette. Je cite encore Madame Campan. On s'en lasse pas, elle raconte ça avec tellement de finesse et de légèreté. C'est tout l'esprit, c'est tout le style du XVIIIe siècle qui éclate littéralement dans ces lignes. Pendant l'été, le roi venait quelquefois chez les princesses avant l'heure de son débeauté. Un jour, il me trouva seul dans le cabinet de Madame Victoire et me demanda où était Coche. Et comme j'ouvrais de grands yeux, il renouvela sa question, mais sans que je comprisse davantage. Quand le roi fut sorti, je demandai à madame de qui vous voulez parler. Elle me dit que c'était d'elle et m'expliqua d'un grand sang-froid qu'étant la plus grasse de ses filles, le roi lui avait donné ce nom d'amitié de Coche. Il appelait madame Adélaïde Locke, madame Sophie Graille et madame Louise Chiffre. Alors, Madame Adélaïde, c'est ce personnage extraordinaire, brillant et dur, dont la voix d'ailleurs est devenue extrêmement grave, dont les traits se sont beaucoup alourdis et qui petit à petit va devenir une femme assez rogue et assez terrible qui mettra la cour en coupe réglée. Madame Victoire, c'est cette femme tout en rondeur, tout en bonhomie que son personnel adorait et qui fait en revanche régner la meilleure ambiance qui soit. Quant à Madame Sophie, me direz-vous, alors voilà ce que nous dit Madame Campan de Madame Sophie.
Cette princesse était d'une si grande timidité qu'il était possible de la voir tous les jours, pendant des années, sans l'entendre prononcer un seul mot. On assurait cependant qu'elle montrait de l'esprit et même de l'amabilité dans la société de quelques dames préférées. Elle s'instruisait beaucoup, mais elle lisait seule. La présence d'une lectrice l'eût infiniment gênée. La seule circonstance dans laquelle on pouvait voir un peu Madame Sophie parler aux gens, c'est quand il y avait de l'orage, car elle avait tellement peur à ce moment-là qu'elle serait allée jusqu'à se jeter dans leurs bras. Elle mourra en 1781, Madame Sophie, ce qui va lui épargner les soubresauts de la Révolution, parce que les autres, elles, vont vivre la Révolution. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Lorsque, après la mort de la reine, Louis XV va vivre quasiment maritalement avec Madame du Barry, les filles du roi, qui, autour de leur frère, constituaient le parti dévot et qui déjà longtemps s'étaient battues bec et ongles contre Madame de Pompadour, vont faire bloc contre Madame du Barry. Et lorsque la petite dauphine Marie-Antoinette arrive de Vienne pour épouser le petit-fils du roi, elles vont essayer de la chapitrer, de la dresser contre Madame du Barry, d'en faire en quelque sorte leur bras armé. Assez vite, arrivée à son tour sur le trône en 1774, Marie-Antoinette va se rendre compte de la mauvaise influence de celles qu'on appelle maintenant Mesdames Tantes, notamment de Madame Adélaïde. Il va d'ailleurs être question d'envoyer Madame Adélaïde à Fontevraud, où elle n'avait jamais été. Quant à Madame Victoire, on pensait même l'envoyer à Commercy. La vérité, c'est que Mesdames Tantes ont tendance désormais à se retirer chez elles dans leur pavillon de Bellevue. La plus jeune, Louise, au moment où son père vivait avec Madame du Barry, était entrée au Carmel. Et oui, elle était devenue religieuse, Madame Louise. Elle mourra juste avant la Révolution en 1787. Elle ne verra pas la Révolution. Alors que les deux autres, Madame Adélaïde et Madame Victoire, non seulement vont vivre la Révolution aux côtés de leur neveu Louis XVI et de leur nièce par alliance Marie-Antoinette, mais elles vont tout faire pour essayer de quitter la cour, de quitter Paris. En février 1791, elles obtiennent de l'Assemblée nationale l'autorisation de quitter la France, mais ça va être des péripéties incroyables jusqu'à ce qu'elles se réfugient chez le pape à Rome. Les 6 années de leur séjour en la ville éternelle sont marquées par le contre-coup des événements en France, raconte Philippe Erlanger. Adélaïde conserve son ardeur. À la mort de Robespierre, elle a un espoir. Elle écrit « Paris est tout en combustion, tant mieux, il y a longtemps que je désirais tant cet état. Si nous avions une bonne guerre civile, tout le monde serait chacun dans son foyer. » Oui, elle oublie peut-être un peu vite, Madame Adélaïde, que c'est elle qui a poussé son neveu Louis XVI à faire revenir le vieux comte de Maurepas et que c'est une des raisons pour lesquelles le règne de Louis XVI est parti sur de mauvaises bases. Elle oublie aussi que, en entretenant autour de sa nièce Marie-Antoinette une sorte de cabale et peu à peu en dispensant des épigrammes, elle aura contribué à la mauvaise ambiance qui finirait par aboutir à la Révolution française. En 1797, Adélaïde et Victoire doivent fuir Rome puisque le pape a signé la paix de Tolentino avec la France. Elles vont chercher refuge au royaume de Naples où on va les installer au château de Caserte. Et en 1799, ce sont cette fois les troupes de Championnet qui prennent Naples, dont les souverains, vous savez, se sont enfuis en Sicile. Mais on a complètement oublié, mesdames tantes, on les a complètement oubliés. Les voilà donc qui montent dans une petite voiture de fortune et s'en vont faire un voyage apocalyptique jusqu'à Trieste. Madame Victoire, toujours douce et résignée, mourra là-bas le 7 juin 1799. Quant à Adélaïde, restée la seule, eh bien, et toujours aussi intraitable, toujours aussi fière, bien sûr, elle va subir, si je puis dire, le contre-coup de tous les événements jusqu'à sa mort le 25 janvier 1800, seulement 1800, donc elle meurt sous le consulat. De sorte que leurs corps ont été rapatriés en France. Et aujourd'hui, si vous allez à la basilique de Saint-Denis, si vous descendez dans le caveau des Bourbons, eh bien vous verrez derrière une simple grille 2 cercueils posés simplement sur des tréteaux de métal. Ce sont les cercueils de Madame Adélaïde, l'altière, la difficile, et de sa sœur Victoire, la bonne, la malheureuse. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je me rends compte que je viens d'accuser peut-être un peu durement Madame Adélaïde. Voilà ce que nous dit Philippe Erlanger à propos du début du règne de Louis XVI et de la responsabilité qu'elle pourrait avoir dans une politique qui, somme toute, n'était pas celle qui aurait convenu. Madame Adélaïde bouillonne, raconte Philippe Erlanger. Elle comprend qu'elle a enfin le moyen d'influer sur le cours de l'histoire. Bravant les interdits, elle se rend chez Louis XVI et lui présente une liste dressée par son père le dauphin, la liste des hommes que ce malheureux prince aurait appelés au gouvernement s'il avait régné. En tête, 2 noms, Machault et Maurepas. L'un et l'autre ont 74 ans. À cela près, tous les opposent. Machault fut ce grand ministre qui voulut établir l'égalité devant l'impôt. Maurepas, s'il dirige bien le département de la Marine, se rendit surtout célèbre grâce à son esprit piquant, ses épigrammes et son mépris des favorites. Louis XVI n'a jamais rencontré ces patriarches, nous raconte Erlanger. Il hésite, il penche vers Machault, mais Adélaïde préfère Maurepas uniquement parce que la Pompadour exécrée le fit exiler. Louis XVI se laisse convaincre, appelle le courtisan frivole au lieu du janséniste d'acier poli. Tel est le seul acte politique de la fille de Louis XV. Il sera fatal à la monarchie. Adélaïde elle-même le reconnaîtra un jour et s'en repentira. Elle répétera souvent « C'est moi qui ai commis la faute ».